Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV et bienvenue à Barcelone au Mobile World Congress. Salut Jérôme. Salut François, on est ravis de vous retrouver au cœur de cet événement. On n'y croyait plus, eh bien ça y est, le salon de Barcelone redémarre en vrai. Donc on ne pouvait pas rater cet événement. Regardez ces très belles images de Barcelone sous le soleil. Que l'on doit à toute l'équipe de 01 TV. Et on salue Charles aussi qui a sorti son plus beau réflexe pour nous faire ces belles images. Il fait beau en plus ici. Hein. Et il fait souvent beau Ouais, à cette période et c'est ça qui est bien aussi au Mobile C'est World très Congress. agréable. Bon alors évidemment on va pas vous parler que de la pluie et du beau temps. On aurait pu faire une émission touristique mais c'est pas le sujet. Au sommaire donc de ce 01 Hebdo spécial donc MWC. On va parler des curiosités de ce MWC, Jérôme. Oui, pour commencer, on vous fera un petit tour de quelques curiosités tech. Vous voyez du robot chien, des lunettes connectées, on va en parler. Et puis, tiens, une tendance, le PC s'invite au MWC, alors qu'au départ, c'est un salon dédié à la téléphonie mobile, mais bon, la pandémie est passée par là. Tout est possible. Notre rendez-vous TechCare, François, on n'y dérogera pas, même si nous sommes ici à Barcelone. On en parlera avec des startups connectées, on parlera e-santé. Sujet très intéressant, bien sûr. Et puis tiens, on restera dans le milieu du PC avec Huawei qui a annoncé en fait son home office en quelque sorte avec toute une série d'appareils pour nous aider à mieux travailler. C'est assez intéressant aussi. Et le porte-parole de Huawei sera notamment notre invité. Voilà, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur 01 TV, sur RMC BFM Play, l'appli qui vous permet de retrouver tout 01 TV en direct ou en différé, et puis aussi sur YouTube. Merci d'être avec nous et bienvenue à Barcelone. Et oui, François, on peut dire qu'on n'y croyait plus, finalement. Faire une émission ici, au cœur d'un grand salon. C'était quand même arrivé en janvier à Las Vegas. Oui, on était à Las Vegas, bien sûr. Mais à Barcelone, ce n'était pas arrivé depuis 2 ans. Et puis on sent que l'activité reprend ici. Beaucoup plus de monde qu'à Las Vegas. On peut faire la comparaison puisqu'on était aux 2 endroits. Là, il y a du monde dans les allées, ça se bouscule, beaucoup d'enthousiasme. On sent aussi que les gens sont heureux de se retrouver ici. Absolument. Alors même s'il y a une baisse évidemment de fréquentation, on parle de 60 000 visiteurs cette année. C'est à peu près 40% de moins que 2019. Mais malgré tout, les acteurs importants sont là, contrairement d'ailleurs à ce qui s'était passé au CES de Las Vegas. On croise du Google partout, du Microsoft, alors que, rappelons-le, ils avaient boycotté le CES de Las Vegas. Jérôme, en préambule de ce Mobile World Congress, évidemment, l'actualité géopolitique rattrape aussi tout ce qui se passe ici, oui, forcément. Parce qu'on a l'impression qu'on est sorti d'une crise, donc après ces 2 épisodes, l'un annulé et l'autre au rabais du Mobile World Congress à cause du Covid. Et là, évidemment, dans tous les esprits, depuis le premier jour, il y avait la crise en Ukraine et l'invasion russe en Ukraine. Et avec d'ailleurs une prise de position officielle, il faut le noter, de l'organisme de la GSMA, l'association qui organise le Mobile World Congress, pour dire que d'une part, il condamne l'invasion de l'Ukraine et d'autre part, il précisait qu'il n'y a pas eu d'exposants russes, pas de pavillon russe, pas de technologie russe. Alors, il est vrai qu'il en a assez peu quand même. Oui, c'est vrai. Et pour parcourir les allées de ce salon depuis plusieurs années, et voilà, la Russie est un pays un peu particulier ici, qui n'est pas en tout cas présent en frontal. Peut-être que il se négocie des accords parce qu'il y a forcément des opérateurs télécoms russes qui doivent être ici. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de start-up, pas beaucoup de services commerciaux. Et c'est vrai que la Russie vient un peu en autarcie numérique en quelque sorte, avec ses propres services. Exactement. Et donc effectivement, c'est dans toutes les conversations. Mais malgré tout, l'événement a lieu. Et tu le disais, il y a vraiment beaucoup d'émulation, clairement, et pas mal de choses présentées. Et allez, on y va tout de suite avec l'actu de ce 01 Hebdo. Alors, qu'est-ce qu'on a repéré pour vous ?
de plus waouh, on va dire, et qu'on avait envie de vous montrer dans cette émission, eh bien, on pourrait peut-être commencer par un petit robot. Oui. Hein, c'est pas un téléphone portable, non, on va en parler des téléphones portables, mais c'est la techno au sens large. C'est un petit Cyberdog, il est signé Xiaomi, le fabricant chinois, et c'est donc l'une des attractions de ce salon. Voici Cyberdog, qui nous rappelle furieusement des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Oui, chez Boston, chez Boston Dynamics, Jérôme, forcément. Ce petit robot qui ressemble à un petit chien. D'ailleurs, tiens, Xiaomi s'amuse à faire l'analogie, si vous regardez nos images. Alors, c'est intéressant parce que ce chien qui avait été déjà présenté il y a quelques mois, oui. On l'avait vu, Jérôme, on en avait parlé, je pense, d'ailleurs, dans 01 Hebdo il y a quelques mois de cela. Là, il a été présenté officiellement ici au MWC. Et il faut savoir qu'il ne fait pas grand-chose. Exactement. C'est ça la particularité. C'est l'information capitale de ce Mobile World Congress. Et il se déplace. Ça, c'est bien. C'est déjà pas mal. Pour un chien, c'est pas mal. Il ne fait pas grand-chose parce que, effectivement, contrairement à Boston Dynamics, ce n'est pas un vrai robot totalement autonome. Il peut néanmoins être téléguidé, ce que fait d'ailleurs également Boston Dynamics. Il y a une application qui permet de prendre le contrôle avec des mouvements qui sont déjà préprogrammés. Vous pouvez le faire tourner sur lui-même, lever la patte, lever les deux pattes, etc. Il est équipé de 5 caméras à l'avant. Il a des capteurs olfactifs, m'a-t-on expliqué. Donc il peut sentir des choses. Il peut sentir les autres chiens. Ne me demandez pas quoi. Oui, peut-être. Je ne sais pas, ou de la fumée, tu vois, pour bien sûr. détecter des incendies, etc. Et puis, il a néanmoins une autonomie qui est assez faible. On parle d'à peu près 1 heure d'autonomie. Après, il faut le recharger. C'est pour ça que d'ailleurs, sur le salon ici, il ne bouge pas beaucoup. Il bouge que de temps en temps. Mais il a un truc qui est étonnant et qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est son prix. Il a un prix extraordinairement bas, 1500 voire même 1000 euros, suivant les endroits où on peut l'acheter, sauf qu'on ne peut pas l'acheter précisément. C'est-à-dire que toi, moi, on ne pourra pas l'acheter. Mais si vous êtes une organisation, une entreprise, une institution, vous pouvez en commander à Xiaomi, qui se fera un plaisir, a priori, de vous faire une petite livraison. Oui, c'est vraiment du B2B, on va dire. Oui, exactement. Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si tu l'as signalé, c'est que ce robot a la particularité d'être programmable. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on peut le téléguider, bien sûr, comme tu le disais, via une appli, etc. Mais il a en fait tout un processeur et beaucoup de mémoire pour qu'on puisse le programmer pour répondre à des tâches, faire des choses, etc. Tâches, mais il n'a pas de mode autonome. Non. Mais on peut imaginer de le programmer, par exemple, pour qu'il puisse se balader dans une pièce avec des capteurs, etc. Ouais, tout à fait. Non, c'est intéressant. C'est peut-être le début de la démocratisation de ce type de robot. C'est pas le premier chien, évidemment. On en a vu d'autres sur d'autres salons, bien entendu. Voilà pour ce robot Xiaomi. Jérôme, dans l'actu aussi, il y a des lunettes. Oui, alors ça c'est pas mal. On les attendait. On vous avait parlé de lunettes au CES de Las Vegas. Ouais. On vous parle de lunettes au MWC, mais c'est pas les mêmes. Mais comme quoi, il y a quand même vraiment une tendance. Clairement, les lunettes, c'est le nouveau gadget qui vient augmenter l'expérience du smartphone ou même parfois totalement décorrélé du smartphone. Et c'est sur le stand de Oppo que ça se passe notamment. J'en ai pas vu ailleurs jusqu'à présent. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu de lunettes. On n'a pas vu ailleurs. Et Oppo présente 2 modèles. Alors c'est assez intéressant. Le premier que vous apercevez ici, c'est juste un accessoire qui vient se fixer sur des lunettes sur une monture, normale, on va dire. Sur une monture traditionnelle, qui peut être, qui peut avoir des verres correctifs. Voilà, donc vous le voyez à l'image, on peut mettre le truc et ça va. On peut mettre le truc sur le machin. On peut mettre le truc sur le machin. Ça se clipse avec le bidule. Et je crois que c'est assez clair comme explication. Oui, c'était très clair. C'était très informatif, en tout cas. Tout à fait. Merci. C'est ma particularité. C'est tout mon savoir-faire. Et donc, ça va nous. C'est complètement le concept des Google Glass. On va avoir un petit affichage assez minimaliste, que du texte qui vient en surimpression sur l'œil droit. On l'a vu d'ailleurs à un moment. C'est en fait une petite projection avec des LED vertes qui vous permettent d'afficher des informations. Alors ça peut être un prompteur, par exemple. Si vous faites, nous ça pourrait nous servir de temps en temps parce que comme on raconte beaucoup de bêtises, les trucs et les machins, mais ça peut vous donner aussi des informations sur des notifications de votre smartphone, la météo, etc. Des choses comme ça. Alors c'est intéressant parce que c'est pas un prototype, c'est quelque chose qui va sortir, Jérôme. Tout à fait, qui sera commercialisé 700 € je crois. Oui, et ça va arriver assez vite, visiblement, au départ en Chine et peut-être un jour en France, pourquoi pas. Voilà, les Oppo Air Glass. Mais il n'y a pas que ça.
il y a une autre paire de lunettes. Un peu plus costaud. Exactement. Un peu moins discrète, on va dire. Hein. Oui, parce que là, l'idée c'est d'être beaucoup plus immergé, d'avoir de l'affichage sur les deux yeux et de tirer parti de la puissance du smartphone. C'est-à-dire qu'il y a un fil qui va relier l'appareil au smartphone. Et on est dans de la réalité augmentée. Donc, imaginez par exemple faire apparaître des meubles dans votre appartement pour voir si ça correspond à votre décor, etc. Ou alors, par exemple, des personnes en holographie, si vous êtes en réunion, des choses comme ça. Tout à fait. Et c'est branché, donc tu le disais très justement, sur le smartphone avec un câble, hein, parce que là, en fait, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, les smartphones sont tellement puissants, il y a tellement des processeurs qui sont qui peuvent reproduire de la 3D, etc., qu'en le branchant, en fait, tu arrives à avoir une vraie qualité holographique Parce que si on voulait de réalité augmentée. Si on voulait mettre complètement dans les lunettes toute la puissance du smartphone, eh ben on se retrouvera avec un truc énorme, genre Oculus. C'est ça. C'est peut-être ça l'avenir d'ailleurs. Hein. C'est assez intéressant. En tout cas, c'est un parti pris qu'Oppo a dévoilé ici au MWC. Alors là, c'est un petit peu plus éloigné concernant les dates et éventuellement les informations sur la sortie. C'est encore assez incertain, mais en tout cas, il commence à parler de prix, et c'est à peu près dans les mêmes eaux, dans les 800 €. Voilà, mais vraiment, c'est encore tout ça avec des points de suspension, évidemment. Jérôme, il y a pas mal de choses aussi qui se passent du côté des opérateurs. Les opérateurs qui, vous le savez, bombent le torse au sujet de la 5G, parce que la 5G, et on va en parler dans quelques instants avec Amélie Charnet, est au centre des discussions ici, d'autant qu'on se prépare à une grosse mise à jour de la 5G, la fameuse 5G standalone. Et donc, typiquement, nous sommes ici sur le stand d'Orange. On les remercie d'ailleurs de nous accueillir pour ce 01 Hebdo. Orange qui présente en fait une petite démo ludique de la 5G. Tout à fait, plusieurs démos d'ailleurs liées à la 5G pour essayer de nous faire toucher du doigt la réalité de la 5G. Et ce qui est assez amusant, c'est cette course de voiture qui a déjà fait pas mal parler d'elle sur les réseaux, etc. Alors ce qu'on aperçoit là, c'est autre chose. Ça, c'est la visite virtuelle de Notre-Dame et c'est assez spectaculaire également, c'est assez magnifique. Donc avec un Oculus et avec un contenu qui est streamé en 5G. Et puis la course de voiture, c'est donc, je ne sais pas si on va voir les images. Oui, on y est là. Voilà. Donc les personnes qui sont là avec leur smartphone pilotent des petites voitures électriques et en fait la piste se trouve à Paris. C'est ça. À Châtillon, au siège d'Orange. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça prouve quoi ? Ça prouve que en fait là, ils télécommandent en direct une voiture qui est à 1000 km, à 1500 km de distance, mais grâce à la 5G, on a une latence tellement faible que on peut piloter ce type de choses. C'est comme si on était vraiment là à Châtillon devant la voiture en quelque sorte. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec la 4G, ce qu'on ne pourrait pas faire avec même de la fibre et du Wi-Fi, parce que... Alors oui, on peut le faire avec la fibre et le Wi-Fi. Avec la fibre et le Wi-Fi ? Oui. Ah ouais. Mais l'intérêt, c'est que là, tout est en 5G. C'est-à-dire que, que ce soit à Châtillon ou ici, en fait, toutes les connexions sont en 5G. Ça prouve la rapidité, la faible latence qu'il y a sur ce réseau. Surtout la faible latence, la réactivité. Quand vous tournez à droite, la voiture tourne à droite instantanément. Ce qui est pratique pour une voiture. Exactement. Bon, c'est ludique, mais c'est très très parlant. Et ça montre bien les applications futures qu'on peut imaginer par rapport à ça, avec ça. Demain, peut-être pour téléguider des robots de livraison dans les rues, etc. Mais bien sûr. Ou pour des zones accidentées, des choses comme ça, pour conduire des robots. Dans l'actualité, Jérôme, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, autre curiosité, mais je ne sais pas de quoi on parle. Et tu sais quoi ? Je pense que la plus belle des curiosités que nous avons aujourd'hui, c'est quand même Amélie Charnet. Mais oui, bien sûr. Bonjour Amélie. Bonjour, quel compliment, merci. Je suis tellement flattée. Salut Amélie. Écoutez, notre spécialiste télécom qui est à Barcelone au Mobile World Congress, c'est normal, c'est tout à fait logique. Ah oui, pour moi, c'est un peu le festival de Cannes des télécoms. C'est un peu incontournable. Et oui, et donc tu vois défiler toutes les technologies. C'est ça. ça. Alors, je me suis un petit peu intéressée à la connectivité de nos smartphones et figurez-vous que, évidemment, la 5G maintenant a pénétré totalement le marché des smartphones. Il n'y a plus aucun smartphone qui sort sans être compatible 5G. Ce qui va nous arriver dans la seconde moitié de l'année, c'est d'avoir les premiers smartphones Wi-Fi 7. Et oui, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de Wi-Fi. Ah, alors là, tu vois François qui commence à frétiller parce que le Wi-Fi, c'est un peu sa vie. Enfin, c'est son péché mignon, il adore ça. Voilà. Pour qui je vais passer le gros nerd qui pense qu'au Wi-Fi. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Et j'en parlais hier dans Tech & Co avec le patron de Qualcomm qui expliquait justement que le Wi-Fi 7 était présenté ici au Mobile World Congress. Voilà, c'est une première mondiale. L'intérêt, c'est qu'on a comme le Wi-Fi 6
3 bandes de fréquences maintenant, sauf que là, on va pouvoir agréger le 5 GHz et le 6 GHz, donc débit énorme et latence réduite à 2 millisecondes contre 20 pour le Wi-Fi 6. Ah ouais, donc là, on pourra vraiment piloter des voitures avec ce Wi-Fi-là. Tout ce qui est application de réalité virtuelle et augmentée va être complètement dopé chez soi, donc très intéressant. Voilà, et donc ce Wi-Fi 7 qui permet jusqu'à 6 gigabits, pas loin de 6 gigabits de débit, ce qui est monstrueux en fait. Alors aux États-Unis, malheureusement pas en France, ça sera un tout petit peu moins parce que la bande de fréquence 6 GHz n'a pas été totalement libérée. Ce qui est intéressant et ce que nous expliquait le patron de Qualcomm, c'est que cette puce-là est présentée aujourd'hui et les constructeurs de téléphones en fait font leur marché et l'intégreront dans la prochaine génération du smartphone haut de gamme. Ce qui fait qu'on peut imaginer par exemple que le Galaxy S23 qui sortira l'année prochaine, aura cette puce Wi-Fi 7 et tous les smartphones haut de gamme de l'année prochaine. C'est sûr. Alors, on peut se dire à quoi ça sert, etc. machin, mais en réalité, il faut rappeler que c'est du. Enfin, demain, quand on sera tous dans le métavers, on aura besoin pour streamer la réalité virtuelle de cette capacité de débit. Hein. Alors, petite réserve quand même, c'est que nos box françaises, elles sont pas prêtes d'être Wi-Fi 7, ça je vous le dis. Ouais. Donc, à moins d'acheter un routeur, parce qu'il faut pas oublier qu'il va falloir avoir le smartphone, mais évidemment. Mais aussi le routeur, bien sûr. Mais on peut imaginer que peut-être les Netgear ou tous les spécialistes du Wi-Fi sortent du Wi-Fi 7 dans les mois qui viennent, sans doute. Mais ça coûtera très cher et ça va se démocratiser. Oui, voilà, ça sera un segment très haut de gamme pour commencer. Bon, c'est toujours la même histoire, hein, finalement. Bon, Amélie, en revanche, là, on va parler un peu de nostalgie. Parce que Jérôme est toujours connecté en 2G, encore un peu en 3G. Mais bientôt tout ça c'est terminé pour lui. Et oui, il y avait une annonce surprise hier en fait de la part d'Orange. C'est l'arrêt de la 2G dès 2025 et de la 3G en 2028. Et également dans tous les pays où il est présent en Europe, il va faire la même chose. Mais à l'inverse, il va d'abord arrêter la 3G et ensuite la 2G. Alors c'était une surprise, on s'y attendait pas, bien que les États-Unis commencent déjà à le faire. Hein. Il y a eu une grosse annonce, AT&T a commencé à arrêter son réseau 3G. Ils ont arrêté ça le 22 février. Aux États-Unis, il n'y aura plus de 3G d'ici la fin de l'année, mais c'est une surprise parce que Orange a fait le choix d'abord d'arrêter la 2G alors qu'il y a plusieurs dizaines de millions de professionnels qui l'utilisent encore. Donc c'est un vrai challenge. Alors c'est pas demain, hein. Oui. C'est pas demain l'arrêt. Non. 2025. Non, on a le temps de se préparer. Mais c'est vrai que les smartphones, eux, il y a peu de chances que ça pose problème. Ça va s'éroder d'ici 2028. Je pense que les gens seront tous passés à la 4G. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont en 4G et qui n'ont pas les appels à la voix sur 4G qui utilisent toujours 2G ou 3G. Donc dans il y a certaines encore zones géographiques. Non, mais ça dépend de leur terminal en fait. Leur terminal. Il faut un terminal qui soit au moins VO-LTE, c'est ça ? Voilà, ça ne suffit pas d'avoir un terminal 4G. Il faut vraiment avoir un smartphone compatible avec la voix 4G. Et alors les professionnels dont tu parlais qui eux utilisent toujours la 2G, c'est qui par exemple ? Alors il y en a. Alors ça touche en fait aussi le grand public parce qu'il y en a dans les ascenseurs, figurez-vous. Il y a du cuivre qui est aussi touché par ce problème. Ouais. Donc tous les ascenseurs vont s'arrêter en 2025. Il y a des ascenseurs qui fonctionnent avec de la 2G ou de la 3G. Donc il y a des terminaux de paiement par carte bancaire, il y a des eurodateurs, il y a des compteurs. Et autre chose qui touche le grand public, c'est que depuis 2018 en Europe, on a un système d'appel automatique d'urgence dans les voitures. Dans les voitures, le e-call. Ça concerne, je crois bien, 15 millions de voitures en Europe. Ce système e-call, il utilise la 2G ou la 3G. Alors, si c'est la 3G, il y aura un peu de rab. Alors, 2028. Voilà, 2G, ça va basculer en 3G. Mais on peut se dire qu'il y aura des problèmes aux frontières parce que si vous allez en Allemagne et qu'en Allemagne, ils ont déjà, ils sont en train de le faire, arrêter la 3G. Bon, ce petit système d'appel d'urgence automatique, je ne sais pas comment ça va se passer. Wow. Mais pourquoi les opérateurs... Alors, c'est Orange qui a fait cette annonce-là, mais j'imagine qu'il y a une concertation entre tous les opérateurs français. Pas du tout. Même pas ? Pas du tout, en fait, c'est absolument pas comme le cuivre où on est obligé d'avoir l'État qui donne son aval. Oui, chaque opérateur est libre de faire ce qu'il veut. Chacun a sa stratégie, d'accord. Tout à fait, les fréquences sont neutres technologiquement, donc chaque opérateur fait ce qu'il veut, à moins que ça pose un énorme problème et que le gouvernement décide ou l'ARCEP décide de concerter. C'est un argument concurrentiel. Alors, chose intéressante aussi, c'est la 5G. Cette 5G qu'on évoque depuis de nombreuses années, qui maintenant est une réalité, mais qui va évoluer bientôt. Ici, on est sur le stand d'Orange et on parle déjà du
de la mise à niveau en fait du réseau 5G avec cette fameuse 5G standalone, c'est ça? C'est la 5G autonome. Jusqu'à maintenant, la 5G fonctionnait avec un cœur de réseau 4G. Là, on va enfin avoir un cœur de réseau 5G et profiter à plein de tous les bénéfices de la 5G. C'est le fameux network slicing qui permet de prioriser certaines applications critiques. C'est aussi beaucoup moins de latence. Mais attention, le grand public ne va pas en bénéficier tout de suite. Hein. Là, il y a les premières annonces pour modifier le cœur de réseau. Ça sera au moins 2023, je pense. Et puis, il y a aussi toutes les ondes millimétriques qui vont arriver. En France, les fréquences sont toujours pas attribuées. Ça a beaucoup de retard. Ça devait être en 2022. Là, ça va être 2023-2024. Et le problème, c'est qu'avec ces fréquences millimétriques, c'était là où on pouvait atteindre les plus gros débits. Donc, il va falloir patienter au moins 2 ans en France, je pense, pour le grand public. C'est fou comme la 5G, finalement, met du temps à réellement se mettre en place et avant qu'on puisse vraiment profiter de tout son potentiel. Et j'évoquais aussi avec le directeur de Nokia France et Europe, déjà, ils réfléchissent à la 6G. Parce qu'en 2030, en fait, on arrivera à une espèce de, non pas saturation de la 5G, mais en tout cas, une 5G serait vraiment mature. Et là, on pourra imaginer déjà, en 2030, en fait, à quoi ressemblera la 6G. C'est assez intéressant aussi. Voilà, c'est un salon qui est très prospectif aussi, le Mobile World Congress. Tout à fait. On sait que tous les 10 ans, il y a une nouvelle technologie mobile. Donc, la 5G, c'était vers 2019-2020. Forcément, 2030, 6G. Donc effectivement, tout le monde planche dessus avec des histoires de jumeaux numériques, de nouvelles fréquences éventuellement qu'on pourrait exploiter. Mais c'est encore assez flou. Hein. Et bien sûr, Jérôme, on nous a balancé le mot métaverse, Starterlet Crème pour la 6G. Forcément, il faut du métaverse. Là, on sera dans un monde holographique total, etc. Ça sera Star Trek, les amis. Est-ce qu'on va rigoler ? Oui, alors je sais pas trop, on verra. Hein. Merci beaucoup Amélie, on a fait le tour ? On a fait le tour. Voilà, pas mal d'annonces quand même. Lors de ce Mobile World Congress et on est très heureux de retourner un peu ici à Barcelone et de reprendre nos habitudes. Et vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent, des choses immédiates et puis on vous parle du futur. François, le futur immédiat de 01 Hebdo, ce sont nos invités. Oui, et on attaque tout de suite avec Samsung. Samsung qui ne va pas venir nous parler de smartphone, Jérôme, mais d'un autre appareil qu'on utilise au quotidien. Joli teasing, hein. On vous le dit tout de suite. Et oui, ce produit mystère dont parle François, évidemment, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est le bon vieux PC. Et oui, le PC qui a été malmené ces dernières années, Jérôme. On disait, mais c'est fini. Plus, le PC. Le PC remplacé par le smartphone ou la tablette, etc. Et puis d'un coup, voilà, la pandémie est arrivée. Il suffit d'un salon sur la téléphonie mobile. Il suffit d'un virus aussi. D'un virus. Accessoirement. Pour découvrir des nouveaux PC. Les usages changent. Et la nouveauté de ce salon, c'est que Samsung réinvestit ce milieu du PC. William Georges, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Et bienvenue sur 01 TV dans 01 Hebdo. Je dis réinvesti, William, parce qu'il y a quelques années, on pouvait trouver des PC Samsung en France et Samsung avait décidé de se retirer de ce marché. Tout à fait, on est de retour. Alors on n'a jamais arrêté les PC dans le monde, puisqu'on commercialisait toujours des ordinateurs en Corée du Sud, aux États-Unis notamment. Et on a pris la décision au niveau global de revenir en Europe, notamment à partir de depuis l'an dernier. Et ça y est, on est de retour en France cette année pour compléter notre écosystème. Alors donc, je le disais, vous présentez Alors c'est vrai que vous, le smartphone, vous l'aviez présenté avant. Le S22, S22 Ultra, etc. Et là, focus sur de très jolis laptops, des portables, que vous nous avez apportés ici. Donc il y en a combien et comment s'appelle-t-il ces bébés ? Alors, on a annoncé donc la gamme Galaxy Book 2 qui est composée de 4 châssis. Moi j'en ai pris 2 ici qui sont les modèles Pro. Donc je vous laisserai les prendre en main et les manipuler et qui ont la particularité d'être notamment ultra fins et ultra légers puisque sur le Book 2 Pro que tu as dans la main, on est sous les 900 grammes. Donc on a vraiment un produit qui est taillé pour la mobilité et pour compléter notre écosystème Galaxy. Donc 900 grammes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire malgré tout de la puissance, parce que souvent, on se retrouve avec des processeurs Intel qui ne sont pas forcément les plus véloces. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors, on a les derniers processeurs Intel de 12e génération, Tiger Lake, en Core i5 ou en Core i7. Donc on a vraiment des configurations musclées pour répondre à tous les besoins. Et la différence, c'est qu'on va avoir, en plus de tout ça, une expérience logicielle qui est parfaitement fluide entre tous les appareils Galaxy, smartphone, tablette, ordinateur, tu en parlais tout à l'heure.
Et ça va être ça notre grosse valeur ajoutée pour notre retour sur le marché. William, pourquoi ce retour de Samsung sur le marché du PC ? Alors, retour sur le marché du PC en France, effectivement, pourquoi ? Tout d'abord pour notre écosystème, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des smartphones, on a des tablettes, on a des montres, des objets connectés en France. Et on a cette dernière brique qui nous manquait. Mais la pandémie est passée par là aussi. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est rendu compte que le PC redevient un produit dont on a besoin tous les jours. Nécessaire. Le télétravail a tout changé, etc. C'est aussi pour ça, c'est un peu par opportunisme que vous revenez sur le marché français ? Alors la deuxième raison, c'est qu'on a effectivement un regain de l'intérêt pour les ordinateurs et les PC aujourd'hui, à travers tous nos modes de vie qui ont changé, les visioconférences notamment. Et c'était hyper important pour nous de pouvoir proposer dans notre offre en France un produit sous Windows qui répond à ces attentes. Très bien. Alors, c'est par exemple celui-ci, là, le plus gros des deux. C'est un hybride. Alors, je vais pas trop le manipuler, sinon ça fait des bruits de micro. Je me fais gronder par Jean-David. Mais voilà, c'est donc un produit qui peut se transformer en tablette et qui est compatible avec l'écriture au stylet, hein, c'est ça ? Exactement. Vous avez le S Pen qui est fourni avec ce produit. Donc c'est hyper intéressant pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la créativité, dessiner, travailler sur un format entièrement modulable comme celui-ci, et en profitant de notre écosystème Galaxy. Donc un produit parfait pour eux. Alors, quand vous dites qu'il y a l'intégration des produits Galaxy, comment ça marche en fait ? Donc c'est du Windows, bien sûr. Il y a une couche soft Samsung qui permet quoi ? Qu'est-ce que je peux faire avec mon Galaxy ? Alors, il y a des usages très concrets dans le travail notamment, puisqu'une application comme Samsung Note va pouvoir synchroniser en temps réel sur tous les appareils. Donc, on peut commencer une note sur un smartphone, la continuer sur son ordinateur par exemple. On a des fonctionnalités comme second écran avec la tablette, où en fait on va pouvoir diffuser le contenu de son écran sur une tablette qui pourtant tourne sur Android. Donc les frontières sont vraiment fines aujourd'hui entre Windows et Android. Et on va avoir des usages un peu plus fun autour de la photo notamment, puisqu'on retrouve l'application Samsung Gallery que vous connaissez sur smartphone, qui permet d'éditer, synchroniser ses photos en temps réel, se les partager hyper facilement. Donc tout devient plus simple dans l'écosystème Galaxy avec donc ces fonctions. J'ai une photo, je viens de prendre une photo avec mon Galaxy, je peux la transférer très facilement sur mon PC. Sans envoyer de mail, etc. C'est un peu comme l'écosystème Apple finalement, avec AirDrop, etc. C'est ça ? Et on sent que c'est une volonté forte chez beaucoup de constructeurs. Il y a vous, il y a vos concurrents aussi. Il y a Huawei aussi, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Voilà. L'idée, c'est de créer un écosystème autour des produits de la même marque. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on a un écosystème Galaxy effectivement, mais tout ça est ouvert. Puisqu'on travaille avec Windows sur la partie PC, Android sur la partie smartphone, et on voit qu'on arrive à proposer des choses qui sont non seulement compatibles entre nos produits, mais qui permettent de bénéficier aussi du meilleur de ce que propose Windows, de ce que propose Google, donc ça devient hyper intéressant. Donc l'interaction que vous décrivez avec un smartphone, si c'est un smartphone d'une autre marque, ça marche également ? Alors, il y a des choses qui vont être possibles de manière plus large, et des choses telles le transfert de fichiers en Wi-Fi direct, comme tu le disais, qui vont être réservés au smartphone Galaxy, puisque évidemment, on veut proposer le meilleur pour nos utilisateurs. Mais du coup, l'alliance de tout ça, ça donne un écosystème qui est très solide, et on est très content de revenir sur ce marché. Alors là, vous arrivez avec combien de machines en France, et à quelle date et à quel prix ? Alors, on arrive avec 4 châssis, donc les Book 2, Book 2 360, Book 2 Pro et Book 2 Pro 360, eux-mêmes déclinés en version 13 pouces ou 15 pouces selon les modèles. Et donc les produits vont arriver le 18 mars en précommande en France. Et pour la précommande de ces produits, on va offrir un moniteur incurvé de 27 pouces. Donc tout ça, ça répond encore une fois à ces synergies d'écosystème dans notre marque. Donc j'achète un PC, j'ai un moniteur en plus. Exactement. Que je peux connecter bien sûr. Exactement. En fil ou sans fil ? En filaire. En filaire. D'accord. Et du coup, la sortie commerciale des produits sera le 1er avril. Et à quel prix ? Ah oui, à quel prix, pardon, j'ai pas répondu à la question. Non, c'est un oubli de ma part. On va commencer à 799 € sur les Book 2. Et sur le Book 2 Pro que vous avez à côté de toi, Jérôme, on va être autour de 1299 €. D'accord. Et les plus gros, et les 360, on va être autour de 1500 €. D'accord. L'idée, c'est de séduire qui ? Les particuliers, les professionnels avec ce type de machine ? Alors, on est vraiment sur un lancement grand public, mais qui peut convenir aussi aux professionnels. Avant tout, on veut séduire les millions de possesseurs de smartphones Galaxy qui peuvent avoir envie d'acheter un ordinateur aujourd'hui ou de changer. Et on va leur amener la meilleure proposition, à notre sens, pour eux. Mais ça n'empêche pas, à travers la finesse du produit, la légèreté que vous avez vue,
de séduire tous ceux qui veulent aller vers un produit Windows très haut de gamme aujourd'hui. Puis vous avez fait des efforts également sur les accessoires, sur la compacité notamment du chargeur que vous avez apporté là, qui est tout petit par rapport à... Exactement. On dirait un chargeur de smartphone, en fait c'est le chargeur de l'ordi. C'est ça, c'est du 65 watts, fini les gros chargeurs de PC qu'on emportait avec soi auparavant. Ouais. Et là on a ce chargeur 65 watts en USB-C qu'on peut amener partout, ça charge son smartphone, sa tablette, son ordinateur et c'est très pratique. Parmi les nécessités aujourd'hui d'un PC portable, c'est la qualité de son, la qualité d'image, la qualité de la webcam, etc. Est-ce que vous avez soigné ces parties-là, puisqu'on sait que voilà, aujourd'hui le télétravail, les réunions de Teams, etc., on s'est rendu compte que notre PC fournissait pas de belles images, le son était pas bon, on n'entendait pas bien, etc. Vous avez fait des efforts là-dessus ? Oui, je vais te répondre en 3 points. L'écran chez nous c'est du Super AMOLED, donc une technologie qu'on maîtrise depuis des années, depuis nos smartphones et tablettes et qui arrivent sur ces ordinateurs. Sur la partie son, on a 2 haut-parleurs qu'on travaille avec AKG, notre partenaire historique sur la partie son. Et sur la webcam, c'est du Full HD sur tous les modèles. Donc du 1080p. Du 1080p, donc idéal pour les visioconférences. Wi-Fi 6, etc. Wi-Fi 6, même Wi-Fi 6E sur la gamme Pro. Donc on est déjà compatible avec les standards de ça, demain c'est cool. Pour la connectivité. Et on peut mettre une carte SIM dedans ou pas ? Alors, de l'eSIM on n'aura pas de modèle eSIM pour le moment. On travaille sur la commercialisation peut-être de produits 5G sur ces appareils-là. Mais on revient déjà avec ces modèles sur le marché français en Wi-Fi et on va continuer à travailler sur ces sujets. Chose importante aussi sur ce type de machine, c'est l'autonomie. On voit qu'aujourd'hui, il faut qu'on tienne une journée. La finesse de ce type d'appareil, malgré tout, permet d'avoir une autonomie confortable ? Oui, tout à fait. On va être à 21 heures de lecture vidéo sur la gamme Pro. Donc de quoi largement tenir ces usages les plus véloces en mobilité. Mais vous l'avez dit, c'est du processeur Intel classique, on n'est pas sur de l'ARM par exemple. Non, on est sur du processeur Intel, certification Evo. Ouais. Et ça viendra peut-être, on a déjà sorti des produits sous ARM dans d'autres marchés. Avec Qualcomm. Avec Qualcomm, ouais. Donc qui sait, pourquoi pas dans un futur. Très bien. Et bien voilà, Samsung qui arrive sur le marché du PC avec toute une gamme. Qui revient en tout cas en France. Oui, parce que rappelons-le, c'est ce que vous disiez, il y a plein de pays où on trouve des PC Samsung depuis de nombreuses années, mais la France avait été mise un petit peu en sommeil et ça revient, voilà, avec toute cette gamme. Merci beaucoup William Georges. Avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup. On vous les rend, si vous voulez pas, c'est pas grave, on peut les prendre aussi. Ouais, enfin en même temps c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Quand tu as les deux. Ouais, mais là, t'en as 2. Oui, c'est vrai. Rappelons que vous êtes responsable marketing produit chez Samsung France. Exactement. Merci William. Merci beaucoup. Voilà, restez avec nous. Tout à l'heure, on va découvrir les nouveautés Huawei qui sont très intéressantes également en matière de PC notamment. Mais avant cela, François, on va retrouver notre rendez-vous Tech Care, Jérôme. Exactement. Bien sûr. Et bien voilà, notre rendez-vous Tech Care avec Orange. Vous le savez, ça tombe bien parce que nous sommes ici à Barcelone, au Mobile World Congress, sur le stand d'Orange, toujours impressionnant, avec un accueil vraiment très sympathique. Voilà quelques images de ce stand immense. Et c'est vrai qu'on le dit, les opérateurs sont là. Les grands opérateurs européens. C'est un peu les rois de la fête quand même au mobile. Ils font partie de cet écosystème bien sûr. Et c'est aussi un rendez-vous où tout le monde discute un petit peu secrètement le Mobile World Congress. C'est vrai. Et voilà, on prépare les réseaux de demain, les smartphones de demain, les services de demain. Pas mal de startups aussi sont présentes ici au Mobile World Congress. Nous recevons notre invité Jérôme Berger. Bonjour. 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 Vous êtes président de Orange Ventures et membre fondateur de Future for Care, ce dont vous allez nous parler tout de suite. Orange qui donc va s'intéresser à tout ce qui est technologie liée à la santé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Future for Care ? Oui. Alors Future for Care, c'est l'accélérateur de référence à e-santé en Europe qui est en train d'ouvrir ses portes en ce moment. C'est une initiative que Orange donc, a cofondée avec Sanofi, avec Capgemini, avec Generali. Avec dans l'idée d'accélérer commercialement des solutions qui viennent de startups déjà un petit peu matures pour les faire grandir et transformer et améliorer à la fois la vie des patients et puis améliorer globalement la prévention. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites, c'est accélérer commercialement. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le... Il y a du concret dans cette histoire-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est de transformer des concepts de start-up en vrais services commercialisables
avec un business, c'est ça? Alors c'est ça, c'est pas un incubateur. C'est pas un incubateur. On est déjà sur des startups qui ont déjà des produits et des services à proposer. Et l'idée, c'est de créer autour de Future for Care, grâce à Future for Care, tout un écosystème qui va les aider à grandir et à grandir très rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors on a déjà 20 startups qui ont rejoint l'aventure, qui ont été sélectionnées autour de 2 thèmes. Un premier thème qui était la prise en charge du patient à distance et un deuxième thème qui est la médecine personnalisée. C'est quelque chose d'un petit peu plus scientifique. L'idée dans ces 2 thèmes était évidemment d'avoir à la fois le meilleur du médical et puis le meilleur de la technologie digitale qui permet évidemment beaucoup de choses. Donc on a des startups qui sont pas mal dans tout ce qui est données et intelligence artificielle, avec une startup comme Medvir par exemple, qui propose de l'aide au diagnostic grâce à l'intelligence artificielle, qui vient d'ailleurs de signer un très beau partenariat avec Sanofi. On a aussi des startups qui sont dans le domaine de la télémédecine et ou de tout ce qui est plateforme dans les hôpitaux qui permettent d'améliorer le diagnostic, comme par exemple une startup dans laquelle d'ailleurs Orange Ventures a investi, qui s'appelle Rofim, qui permet tout ça en ayant des composantes pluridisciplinaires très améliorées. On a aussi des startups avec des objets connectés pour suivre un petit peu mieux la santé des patients ou la prévention. Donc tout un écosystème déjà créé. Et il y a beaucoup de sujets B2B dans tout ça finalement. Alors il y a peut-être un peu du B2C et on se rend compte que vous en tant que spécialiste du réseau, vous êtes au cœur de toutes ces innovations parce que 4G, parce que 5G, parce que fibre et parce que tous ces services-là fonctionnent avec du réseau. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'Orange, depuis longtemps, regarde les sujets de e-santé. On a à la fois des composantes dans la donnée avec Business et Décision Life Science ou avec davantage des solutions logicielles comme Enovacom, qui est une société qui est à Marseille et qui opère dans ce domaine auprès de multiples hôpitaux en France et en dehors. Et donc, on a estimé chez Orange rapidement qu'on était assez légitime en fait sur ces nouveaux domaines de e-santé. Mais on a pensé qu'il fallait qu'on le fasse en partenariat. On n'allait pas le faire seul. Et qu'on ait accès aussi à un écosystème, une fois de plus, qui est de multiples services et de multiples applications qu'on puisse soit améliorer, soit proposer directement à nos clients. D'où l'idée de cet écosystème qui est Future for Care. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à ces startups? Quelles sont leurs attentes? Alors, on a fait des études très précises là-dessus avant de se lancer. Il y a d'abord des attentes en matière de technologie, en matière de capacité pour ce qui concerne Orange à tester les réseaux, à tester la 5G qui va proposer des applications extrêmement novatrices dans tout ce qui est industrie et donc dans tout ce qui est santé et puis au niveau des particuliers pour tout ce qui est suivi des patients. Oui, la téléconsultation demain, en réalité virtuelle, etc. Et puis après, on a évidemment dans Future for Care des labs, on a un institut où là on va fédérer toutes les compétences des partenaires et donc il y aura des apports en termes de médical, en termes de réglementation médicale, il y aura évidemment tout l'accompagnement start-up, le mentoring, le coaching habituel et il y aura même des living labs en fait pour pouvoir simuler la vie d'un patient dans telle ou telle situation. D'accord. Alors il y a Orange donc, dans ce Future for Care, il y a Capgemini, Generali, Sanofi aussi, chacun apporte son expertise dans son domaine en quelque sorte. Generali, on peut imaginer que c'est les assurances, forcément. Capgemini, ça va être quoi par exemple, Jérôme, ou Sanofi? Alors Sanofi, la santé. Alors bien Sanofi sûr. dans la santé, je pense qu'on voit logique. bien ce qu'ils peuvent Ils sont apporter. assez légitimes, c'est vrai. Qui investit beaucoup dans la recherche et dans le développement avec des incubateurs, etc. Voilà, aussi, ils investissent beaucoup par définition dans la recherche, c'est principalement, et pas seulement, mais leur métier. Côté Capgemini et Orange, on apporte évidemment de la technologie. Orange sur le réseau, sur la donnée. Capgemini a évidemment beaucoup de compétences sur tout ce qui est les data, l'intelligence artificielle. Et puis ils ont aussi beaucoup d'innovations et d'innovations ouvertes. Et puis Generali, ils ont beaucoup de sujets de suivi des patients. Et en particulier sur certaines catégories de patients comme tout ce qui est les personnes un petit peu plus âgées, dont on peut améliorer la vie et la sécurité avec ces applications de e-santé. Sujet capital, ça, forcément. Le fait de pouvoir prolonger en fait la vie à domicile, des personnes le plus longtemps possible dans leur domicile. Alors, pour éviter les maisons de retraite et tout ce qu'on a vu, il y a tout ce qui a rattrapé l'actualité ces derniers temps. C'est ça, et c'est aussi un des sujets cœur au niveau d'Orange, dans un des 2 grands piliers dans notre plan stratégique, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, c'est aussi, et parfois surtout, en matière de territoire, de ruralité, de déserts médicaux.
Et donc on pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs de e-santé, même s'ils ne se substitueront jamais évidemment au schéma de santé qu'on connaît aujourd'hui, qui pourront aider ces territoires ou ces populations un petit peu plus reculées. Mais en même temps, ça fait un moment qu'on parle de tous ces apports de la technologie. Qu'est-ce qui manque pour que véritablement ça se généralise ? C'est encore de l'innovation technologique ou c'est plutôt des capitaux pour déployer, installer ? Est-ce qu'il manque une volonté politique aussi ? Quel bilan, quel constat vous faites ? Je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'ingrédients. Il y a eu évidemment la crise sanitaire qui a largement bouleversé les choses et fait prendre conscience à un certain nombre de personnes qui peut-être pensaient que ça se produirait un petit peu plus tard, cet événement de la e-santé, qu'en fait c'est réellement arrivé. Oui, ça a accéléré. Tout le monde a goûté ça a accéléré tout ça. Après, je pense que la téléconsultation. 5G va vraiment apporter beaucoup. La 5G, vous le voyez ici sur les stands d'un petit peu tous les participants, il y a vraiment beaucoup d'applications industrielles et d'applications une fois de plus de suivi des personnes qui vont grandement être améliorées. Et donc maintenant, on a à la fois la tech, la volonté, y compris politique, et puis un grand écosystème dans lequel il y a Future for Care qui permettra on pense, d'accélérer tout ça. Jérôme Berger, dernière question. C'est vrai qu'il y a aussi cette volonté de regrouper les talents français en France. Et évidemment, la souveraineté, c'est un sujet un peu tarte à la crème, on en parle régulièrement, mais l'idée, c'est de créer des services de santé connectés efficaces qui soient autonomes, qu'on ne soit pas obligé d'appeler les Google ou les Microsoft pour leur demander ce type de service qu'on pourrait nous-mêmes développer, non ? Alors, il y a plusieurs éléments à votre question. D'abord, la santé, c'est en France, mais c'est d'abord à vocation européenne. Et Future for Care, c'est un accélérateur qui a une vocation et une aura pan-européenne. Mais on parle de souveraineté européenne aussi, d'ailleurs. Donc c'est pour moi davantage un sujet européen qu'un sujet typiquement franco-français. Donc c'est vraiment à cette échelle-là qu'on l'adresse. Ensuite, effectivement, l'idée, c'est de se dire que si on veut faire face à de grands acteurs que vous citez, qui ont leur capacité et leur mérite. Et leur légitimité, bien sûr. Dans certains domaines, pas dans tous. On sera plus fort en mettant les grands acteurs européens ensemble, comme Orange, comme Sanofi, comme Capgemini, comme Generali. Donc c'est effectivement une réponse, ce ne sera pas la seule, à une forme de souveraineté numérique dans la santé en Europe. C'est unique comme initiative Alors c'est assez unique en termes de volonté, j'allais dire d'accélération. Ensuite, il y a d'autres types de dispositifs qui aident les startups. Certains davantage d'ailleurs du côté biotech que du côté e-santé. Tout ça se rejoint un peu. Et l'idée, c'est de coopérer avec tout le monde. On sera un écosystème ouvert. Voilà, on va suivre ça de près, Future for Care. Donc, merci beaucoup. Jérôme Berger, président d'Orange Ventures et donc membre fondateur de Future for Care. Merci pour beaucoup toutes ces d'avoir été avec nous. Voilà, la santé de demain se dessine aujourd'hui. Oh, comme c'est bien dit et comme c'est beau. Vous êtes toujours, vous suivez 01 Hebdo et on va parler tout de suite de PC. On va retrouver notre invité Huawei. Voilà, un 01 Hebdo exceptionnel. Je vous rappelle que nous ne sommes pas dans nos studios parisiens, mais ici à Barcelone, à l'occasion du Mobile World Congress, ce grand salon dédié aux télécoms. Voilà, Barcelone qui, pendant quelques jours, est la capitale des télécoms en quelque sorte. Exactement, et qui renoue avec une tradition qui nous manquait beaucoup. C'est vrai. Puisque l'an dernier, on n'était pas là. L'année d'avant, le salon avait été annulé. Donc on est ravis d'être ici et de vous faire partager ce grand événement. Voilà, avec, Connectivity Unleashed, c'est le slogan cette année. Et beaucoup connectivité libérée. Beaucoup de visiteurs. On sent qu'alors on n'est pas encore à la vitesse supérieure des années 2018-2019, mais malgré tout, on attend 60 000 visiteurs ici, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Juste pour information, au CES de Las Vegas, on a eu 40 000 visiteurs. Ouais. Donc on ferait mieux ici à Barcelone. Alors, c'est traditionnellement un salon de la mobilité. En principe, les années précédentes, on vous parlait beaucoup de smartphones. Mais cette année, c'est étonnant puisqu'on parle plutôt d'ordinateurs, de laptops, d'accessoires aussi. D'écosystème aussi beaucoup, Jérôme. D'écosystème c'est de ça marque. Qui est intéressant. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir notre troisième invité. Stéphane Curtelin, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Curtelin. Directeur marketing et communication chez Huawei France. Huawei, bien sûr, acteur important de ce Mobile World Congress. Alors Huawei qui a, on le sait, des petits soucis au niveau du smartphone, mais alors là qui s'est rattrapé, qui s'est vengé, qui, la veille de l'ouverture du salon,
a inondé l'actualité avec tout un tas d'annonces, en fait. Vous en avez mis partout, on va dire. Ouais, merci pour ce résumé. Mais en effet, 5 produits annoncés autour d'une nouvelle ambition qui est plus ancrée cette fois-ci à l'occasion de ce Mobile World sur le Smart Office. C'est-à-dire qu'on a cette stratégie depuis plusieurs années de diversification autour du smartphone. Donc on a lancé un smartphone, les séries P50 Pro, le retour d'une légende d'une certaine façon en janvier. Donc ça va continuer. On avait lancé les Nova en novembre dernier. Et là, cette fois-ci, le Mobile World, c'est l'occasion de montrer justement au grand public le savoir-faire de Huawei aussi dans la portabilité, mais sur le PC. Sur le PC, sur les tablettes, sur les cahiers numériques, on pourrait dire. C'est une nouvelle catégorie aussi qu'on a envie de tester. On va en parler, c'est intéressant. Voilà, donc on a lancé 5 nouveaux produits, aussi un tout en un PC, pas que du PC portable, du PC, qui est dans la suite du bel écran MateView qu'on avait pu lancer déjà il y a quelques mois. Et là, on est dans cette stratégie de diversification de Huawei qui, on le sait, est dans une situation, comme je le disais Jérôme, compliquée dans les smartphones avec l'absence des services Google, etc. L'idée, c'est de prendre de l'oxygène, de prendre du recul et de s'intéresser en fait à tout un écosystème de produits. Ça va de l'objet connecté, de l'enceinte connectée, au PC. C'est ça aujourd'hui la volonté de Huawei, c'est d'être vraiment sur tous les segments. Alors il y avait une vision qui était même antérieure à ces complications avec l'administration américaine. C'est vrai. On rappelle qu'on regrette énormément. Cette vision, c'était d'enrichir cet écosystème. Alors écosystème, c'est un terme un peu pas tarte à la crème, mais qu'on sort partout. Mais c'est d'enrichir les possibilités d'utilisation de produits Huawei. Alors il y avait le smartphone qui reste un pilier et on avait déjà commencé à agrémenter tout cela avec des écouteurs, avec des enceintes, etc. Et là, cette fois-ci, on accélère cette diversification en l'ancrant autour de ces 5 produits et du thème qu'on pourrait appeler Smart Office, mais qui est surtout l'idée de rendre ces produits connectés facilement entre eux pour la vie numérique de tout un chacun. Alors notamment un ordinateur fixe, un ordinateur de bureau, on va appeler ça comme ça, mais tout intégré qui s'appelle le MateStation X. Et avec un design, alors il faut dire, chapeau. Oui, il est top. C'est quand même pas mal. Hein. Il est vraiment beau. Alors c'est vrai, ce qui est agréable, on avait un peu renouvelé le genre avec le MateView, l'écran déjà, parce que l'écran informatique, c'était pas le marché le plus dynamique. Et là, on a réussi à sortir un design très épuré. Et dans cette lignée-là arrive la MateStation X. Donc on a rajouté une unité centrale qui est, mais qui est où, qui est élégamment intégrée dans le pied. Il y a aussi une collaboration avec Devialet pour le son. On a quand même réussi à mettre 1 Tera de disque dur à l'intérieur. On a un AMD Ryzen dernière génération aussi pour booster tout cela, avec un superbe écran qui permet de travailler justement, de regarder des vidéos. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là. Avec ce format un peu plus carré que rectangulaire, tout qui est assez pratique pour la bureautique finalement. Exactement, voilà, c'est pas mal. Ouais. Donc et puis inclinable, etc. Voilà. Donc un produit ultra complet pour ceux qui ont envie d'avoir une station fixe. Et on arrive aussi avec beaucoup de produits mobiles que sont le MatePad E. Alors attendez, pardon, le MateBook E, il n'est pas donné quand même. Hein. On est sur du 2200 €. Ouais, environ. Ouais. Tout ça est à confirmer, mais voilà. D'accord. Autour, pour donner un ordre d'idée, c'est ça. Ok. Avec du son, super son. Devialet, exactement, en collaboration. On continue donc cette collaboration avec Devialet qu'on a initiée sur des enceintes Bluetooth, qu'on continue. Là, on en a ressorti une en janvier, notamment la Soundjoy. Et là, on continue avec eux sur ce type de produit. Ok. Et puis donc les portables, les laptops, vous alliez en parler. Voilà, exactement. Donc des solutions pour la bureautique, pour la vie mobile, avec le MateBook E. Donc on a envie de redynamiser ce segment-là qui est un peu naissant en Europe et en France, de réinventer la portabilité. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des superbes MateBook X, MateBook X Pro. Oui, qui sont le haut de gamme du portable classique. Voilà, du PC portable, de l'ultra portable chez nous. Et pour rajouter aussi des possibilités, encore une fois, laisser le consommateur décider ensuite, on va proposer donc le MateBook E. Donc ça, c'est un produit hybride. C'est un produit hybride, voilà, qui se transforme en tablette en fait. Qui peut se transformer en tablette, mais attention, il a Windows 11. Voilà, donc c'est une tablette sous Windows en fait. Voilà, c'est donc un PC. C'est un vrai PC. C'est un PC hybride qui a un clavier détachable qu'on peut donc appairer comme ça très simplement avec des vrais retours de touche. Il peut être aussi on peut aussi l'agrémenter avec un stylet. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes pour réinventer la portabilité, aller plus loin que ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu le concept du Surface de Microsoft qui a posé les bases de... Voilà, on a envie d'être dans cette dynamique-là et voilà, le marché en France est encore assez naissant et on a envie de le développer. Ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse à des professionnels indépendants ou des professionnels qui ont beaucoup besoin de mobilité. Donc ça peut être de la mobilité à l'échelle d'une ville, ça peut être de la mobilité au-delà. Les étudiants ?
Les étudiants aussi, parce que c'est une très bonne remarque, on aura plusieurs versions. Donc on aura une version qui sera dans les 600-700 euros, ça dépend ce que vous prenez avec, et ça pourra monter jusqu'à plus de 1500 euros en fonction des processeurs, de la configuration choisie. Donc on a aussi la volonté d'avoir sur ce nouveau form factor, cette nouvelle forme d'hybride de PC, d'avoir une offre assez large, qui va donc de presque plus que du simple au double. D'accord. Intéressant. Est-ce que on se rend compte aussi que le marché petit à petit évolue? Alors, pour revenir sur le smartphone, finalement l'innovation dans le smartphone elle est de plus en plus compliquée parce que c'est des smartphones sous Android, ils ont des bons appareils photo, ils ont de beaux écrans. Voilà, l'histoire elle est compliquée à raconter. Il n'y a plus grand chose de neuf. Plus grand chose de neuf. Le fait d'arriver sur ces nouveaux segments, ça vous permet aussi peut-être de créer des écosystèmes avec vos appareils parce que bien sûr, forcément, à partir du moment où j'ai un smartphone Huawei et un PC Huawei, je vais pouvoir faire plein de choses. Voilà, enfin, tout est facilité. Exactement. Donc ça, c'est vraiment... Tout comme Samsung d'ailleurs qui nous expliquait qu'ils créent leur écosystème aussi. Alors, depuis plusieurs années, on a justement à cœur chez Huawei de construire, de bâtir cet écosystème. Et on avait commencé avec la fonction Huawei Share, c'est-à-dire qu'il suffisait, vous prenez une photo, vous touchiez juste votre PC portable et la photo pouvait se transférer. Donc ça, c'était la première étape. Et là, on veut aller plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez, avec ce système de super connectivité, émuler l'écran de votre smartphone sur votre PC et avoir non seulement une émulation, mais la possibilité de faire du drag and drop directement et qui se passe aussi en réalité sur votre, c'est juste un exemple, sur votre smartphone. Donc des possibilités d'utilisation très fluides. C'est vraiment l'objectif avec cet enrichissement de l'écosystème. Alors, je voudrais qu'on parle aussi l'un des autres produits que vous avez présenté, qui est le cahier numérique. Voilà, le cahier numérique, le MateBoot Paper. Qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, c'est donc une MatePad Paper. Pardon. MatePad Paper. C'est plus qu'une liseuse, parce que justement, c'est pour ça qu'on peut tenter le terme de cahier numérique. Parce que ça permet de prendre des notes, ça permet de dessiner, ça permet d'avoir une utilisation aussi hybride. On est vraiment encore dans la souplesse d'utilisation ici. D'un côté, vous avez par exemple un texte, de l'autre, vous prenez des notes. Et avec un système d'encre digitale où, en fonction de la pression que vous exercez sur le stylet, ça vous permet d'avoir, exactement comme avec un feutre ou un crayon, un tracé qui varie. Donc vous pouvez dessiner, vous pouvez prendre des notes et vous pouvez bien sûr lire. Ça rappelle le Remarkable, la tablette Remarkable. C'est vrai, et tout ça est connecté bien sûr, donc voilà. On peut envoyer ces schémas, enfin toutes ces créations avec directement. Le smartphone, avec l'écran aussi, tout ça sans fil. C'est ça. Tous ces produits vont sortir en France, Stéphane? Oui, alors il faudra attendre un tout petit peu, c'est-à-dire que tous ces produits vont arriver en avril, mai. Au cours du deuxième trimestre. Voilà, donc un petit peu de patience et on vous tient au courant. Eh bien, on en reparlera à cette occasion. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Stéphane Curtelin, donc directeur marketing et communication chez Huawei France. Eh bien voilà, Jérôme, il est temps de remballer les valises. Oui. Voilà, on était ravis de passer cette petite heure avec vous. On était ravis de renouer avec cette grande tradition du Mobile World Congress de Barcelone. Vous le voyez, il y a quand même pas mal d'annonces, vraiment un menu assez riche cette année. Voilà, et on a été évidemment très heureux d'être avec vous encore une fois. N'hésitez pas à retrouver 01 TV sur les box. Sur votre opérateur, les box opérateurs, sur YouTube et sur l'appli RMC BFM Play. Jérôme, on sera là la semaine prochaine. En studio, classique. Mais on sera au rendez-vous. Salut à tous. Bye bye.